Vous écoutez De l'E6 plus Cool, et voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar du podcast états-unien Comic Strip Actual Play de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Monster of the Week de Michael Sands, dans sa deuxième édition révisée par Steve Hickey. Comme son nom l'indique, ce jeu émule la recette télévisuelle du monstre de la semaine. Salutations, je suis Cassandre et j'incarnerai Sarah Morningstar, l'élu. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Sarah, ça fait une paye? Que s'est-il passé dans l'épisode précédent? De mémoire d'homme, on se rappelle que dans l'épisode précédent, je m'étais enfui des griffes de la créature dont on ne sait toujours pas comment elle s'appelle. J'avais rejoint le repère de Joshua en compagnie de Becca, ma meilleure amie, pour trouver, grâce à un rituel magique, la localisation des yeux de la chose. J'avais donc découvert qu'il se situait dans un data center et je ne savais pas encore comment j'allais régler le problème pour y rentrer et éclater les globes oculaires. Ok. Ta vision s'est achevée et tu as affirmé à ton auditoire subjugué que tu savais où se trouvait la source du pouvoir de l'abomination. Joshua semble enfin avoir réalisé la cicatrice irréversible que tu as fait naître dans son parquet. Ton téléphone a été sacrifié dans cette opération et il entreprend aussitôt de mitiger les dégâts. Becca te contemple. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me relève avec difficulté, je réalise en fait que ma tête tourne un peu. J'ai beaucoup volé, dans le déplacement astral. Je pose une main sur le comptoir de Joshua et j'ai vu je crois que c'est un data center, il y avait plein de machines, plein d'ordinateurs, plein de câbles. C'est un très grand bâtiment, c'est en périphérie de la ville. Ses yeux sont là-dedans, ils sont dans une espèce de... comme un cocon de chenille, tu vois. Et c'est comme ça qu'elle aurait pu atteindre ton téléphone? C'est Joshua qui pose la question. Je hausse les épaules, un peu dépité. Je suppose, peut-être que avec la technologie, les câbles et le fait que ses yeux sont magiques, elle peut peut-être voir ce qui se passe dedans. Et c'est comme ça qu'elle choisirait ses proies. C'est assez inattendu. Il faut croire que même les monstres s'adaptent avec leur époque. J'ai mes esprits qui redeviennent un petit peu plus clairs avec le fait que ça y est, l'effort physique est passé, l'effort mental est passé dans ce rituel. Je dis ouais, mais si c'est vraiment ça, si c'est vraiment le fait que ses yeux peuvent voir absolument tout ce qui transite dans ce data center, ça veut dire qu'on a affaire à un monstre qui est omniscient, en fait. Il doit pouvoir voir absolument tout ce qu'on fait si on passe devant une caméra. Il y a Becca qui écarquille un regard terrifié à cette annonce. Mais comment faire pour la vaincre alors? Faut que j'aille là-bas, faut que je trouve ses yeux et que je les détruise. Elle sera aveugle, elle pourra plus rien faire. Et puis, elle est toute seule, c'est-à-dire qu'elle peut charmer des gens pour les tuer, mais a priori, elle peut pas les forcer à faire des choses pour elle. Donc, c'est pas comme si je devais m'attendre à une armée de créatures à battre sur le chemin. N'est-ce pas, Joshua? Il y a Joshua qui déglutit, visiblement un peu dépassé par les événements. Je ne peux rien affirmer. Là, il commence à faire des allées et venues, il disparaît dans la boutique, il revient avec une pile de grimoires, car c'est vraiment le terme adéquat. Et tu sens qu'il est en train un peu de fuir ton regard, car le pauvre Joshua assume à peine le fait d'être un personnage non-joueur et de ne pas être aussi performant qu'un vrai PJ. Je ne sais pas, certains seront prêts à tout par amour. Tu as raison, il faut que tu ailles la stopper. Je ne sais pas encore comment, mais on va tâcher d'y réfléchir. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'elle t'a fait subir. Le rappel douloureux de cette confrontation et de l'état dans lequel ça m'anime me pince le cœur. Je ne parle pas de tes blessures, tu en as vu d'autres. Ce que je parle, c'est de ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Je sais, je le coupe avant qu'il puisse rajouter quoi que ce soit d'autre. Et c'est pour ça que je vais y aller maintenant, tant qu'elle est encore peut-être perturbée de notre rencontre, du fait que je lui ai échappé, et avant surtout qu'elle puisse faire d'autres victimes. C'est Becca qui prend la parole. Mais tu as dit que tu avais du mal à lever la main contre elle. Je veux dire, là tu vas essayer de trouver ses yeux. Si en plus tu dois l'affronter, cette fois peut-être que tu ne pourras pas lui échapper. C'est pas dit qu'elle soit retournée avec ses yeux. Et puis si elle est là, cette fois je serai prête. Je sais quoi m'attendre. Je m'en sortirai. Est-ce que tu cherches à amadouer Becca et Joshua ou est-ce que tu es persuadé de ce que tu déclares? C'est pas pour les amadouer, c'est que je me dis que j'ai pas le choix en fait. Je suis la seule, a priori, élue du coin. Donc, Blake serait fier de toi s'il pouvait te voir. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir s'occuper de la créature si moi j'y vais pas. Donc, je dois y arriver. Parce que ce que Becca insinue, moi gardien en coulisses, je te le susurre,
En fait, il suffit que tu laisses un peu aller ton esprit, que tu prennes la peine de fermer les paupières, de perdre un tant soit peu de contrôle et de concentration, et tu seras hanté par des visions de cette magnifique Hazel sublimée, qui rit à belles dents, qui te regarde avec tendresse. Et dans ces moments-là, tu sens son odeur, tu sens presque le contact de sa peau. C'est enivrant, c'est entêtant, c'est un poison. Inutile d'imaginer comment Vargas et d'autres peut-être lui sont tombés tout cuits dans la gueule. On va dire que après ma déclaration, j'ai un peu fermé les yeux parce que mine de rien, la fatigue du voyage astral se fait encore sentir et que je me suis remémoré tout ça. Et je secoue vigoureusement la tête. Si de toute façon, c'est pas dit que ça puisse passer, donc il vaut mieux y aller tout de suite. Ok. Joshua, est-ce que tu as une arme à feu ici? Il a juste ses lunettes. Naturellement, maintenant que je suis au fait de la réalité des choses, il a un petit rire un peu stupide. Je sors couvert. Il s'éloigne et il va te sortir un Glock. C'est un automatique, quoi. Est-ce que je peux te l'emprunter? Bien sûr. Je m'empare de l'arme que je glisse, comme dans les films, dans la ceinture de mon jean. Je dis, si jamais ça pourrait m'être utile, si j'arrive pas à m'approcher assez près. Joshua acquiesce et déclare, après tout, on n'est plus au temps des croisades. Et vivement, il se dirige d'un tiroir à l'autre. Tu l'as déjà vu faire. Son échoppe est un labyrinthe, mais et lui seul peut s'y retrouver. Tout est agencé en fonction de ses besoins. Becca s'approche et te prend les mains. Tu peux pas y aller toute seule. Je serre ses mains dans les miennes et je lui dis, je le peux et je le dois. Mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce que t'es seule contre ça, contre tous? J'ai un petit sourire douloureux qui vient étirer le coin de ma lèvre. Je dis, parce que c'est comme ça. Mais je reviendrai. Et je commence à lâcher ses mains et à m'éloigner en fait en direction de la sortie. Elle a fini par croiser les bras et te tourner le dos, elle est vraiment troublée, la pauvre enfant. Et nous, on fait quoi en attendant? On reste ici à se ronger les sangs, à ne pas savoir quand est-ce que tu vas revenir et si tu es toujours en vie? On peut plus te joindre maintenant. Je la regarde et j'ai l'air un peu mal à l'aise parce qu'en fait, je comprends tout à fait ce sentiment d'impuissance qui doit l'étreindre ainsi que Joshua. Je lui dis, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est rester en lieu sûr, protégez-vous les uns les autres. Si vous voyez un super jeune homme ou une super belle femme qui arrive, dites-vous bien que c'est sans doute un piège. Et Becca, j'aurais aussi besoin que tu veilles sur ma tante, parce que elle sait pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se déplace? Tu as Joshua qui est toujours perdu dans ses lectures là. En fait, en contre-champ, on le voit qui est vraiment préoccupé. Il est même là en colère en fait. Un ange passe et c'est juste rythmé par le grincement de son fauteuil roulant. Eh bien, dis-moi, est-ce que ce ne serait pas le moment d'analyser une situation difficile ou... Tu t'interroges sur quoi en fait? C'est quoi le mieux à faire pour eux en fait, pour les protéger? Alors Joshua, s'il a l'air un peu en colère, est-ce qu'il risquerait pas de se dire, bon allez, je sors en fauteuil roulant et je prends un taxi et j'y vais, et de faire une connerie si je le mets pas sur quelque chose, ou Becca pareil, tu vois? C'est une crainte très justifiée. En effet, cette situation est difficile, tu peux donc l'analyser avec ton jet de Sharp. Premier jet. 9, bien 9. Sur cette 9, tu as droit à une question. Laquelle? Exactement. Je vais te demander quel est le meilleur moyen de protéger les victimes. En l'occurrence, de les protéger un peu d'eux-mêmes, là, parce que ça sent pas très bon. Et c'est pas juste lié à l'odeur de téléphone cramé. Il serait plus prudent de les réunir tous sur le même toit, de les barricader, et surtout de faire rentrer dans leur tête qu'ils n'ont pas à jouer les héros. Sans quoi tu peux être certain que ça va déraper. Joshua, il a une voiture? Bah, fatalement, oui. Je vais interrompre en fait Joshua pendant sa lecture en mettant une main sur son grimoire. Je vais dire, Joshua, Becca, écoutez, c'est vraiment important, vraiment très très important parce que je peux tuer des vampires, je peux faire plein de choses, mais il y a une chose que je peux pas faire, c'est être à deux endroits à la fois. Et ma tante, vous le savez, elle est pas du tout au courant de ce qui se passe. Et elle est seule. C'est-à-dire que si ce soir, pendant qu'elle est toute seule là, il y a quelqu'un qui sonne à la porte et qu'elle tombe raide amoureuse, et que quand je reviens et que j'ai détruit les yeux, la chose l'a tuée, parce que j'étais trop lente, et bien tout ça, ça aura servi à rien. Alors, s'il vous plaît, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Vous alliez la voir, et que vous lui trouviez une histoire à lui raconter, pour expliquer pourquoi je suis pas là, et pourquoi vous l'êtes. Et ça, Becca, je pense qu'il y a que toi qui pourras t'en sortir avec ça, et vous la faites patienter, le temps que je revienne. Et je vais revenir, je vous le promets. Démerde-toi avec ça. Tu es pas en train de manipuler quelqu'un? Ouais, même un paquet de monde, hein. Ça fait un bout de temps que ce move ne s'est pas invité dans la fiction. Peux-tu me rappeler son fonctionnement? Alors, manipuler quelqu'un. Une fois que tu as donné une raison, une excuse, une promesse ou fait une menace, dis ce que tu attends des autres et lance plus charme. C'est parti. C'est un jeu à -1. L'occasion peut-être de pexer.
7h08, ce ne sera pas la soirée du PEX. Sur un 7-9, ils le font, mais seulement si tu fais quelque chose qui appuie tes dires. Si tu en demandes trop, ils te donneront leurs conditions. Fais-moi rêver. Faut que je fasse quelque chose qui appuie mes dires. Faut peut-être que tu les pousses au cul déjà, que tu amorces un peu le truc. Hein. C'est immonde comme comportement, mais je vais passer derrière le siège de Joshua du coup pour pousser son fauteuil en direction de la sortie. Non, arrête ça. En fait, tu le vois qui bloque les roues avec agacement. Je veux être utile, j'en ai assez de ce dernier fauteuil. Mais tu serais utile. Est-ce que tu crois vraiment? Tu as vu ma tante? Est-ce que tu crois, si Becca arrive et qu'elle lui dit oui, Sarah est en soirée ou ceci ou cela, qu'elle va gentiment accepter de rester sur place? Non, elle voudra partir me chercher. Et elle n'est pas au courant. Et elle sait rien. Et elle pourra se faire tuer. J'ai besoin de vous deux. Écoute, depuis que cette enquête a commencé, je t'ai été totalement inutile. Je suis sûr que je suis à deux doigts de trouver de quoi il s'agit. Tu plaisantes. Et puis réfléchis, je veux dire, cette chose, comment veux-tu qu'elle se soit invitée dans le data center de Lakeside? Enfin, tu l'as décrit comme gigantesque. Il doit y avoir une explication. Oui, mais c'est pas en allant là-bas que tu pourras m'aider. Regarde. Et pourquoi pas? Regarde, imagine, la créature arrive, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis la créature, et j'avance la main doucement vers lui. Qu'est-ce que tu fais? Il regarde ta main et je vais toucher ton cœur, je vais te l'arracher. Et je vais pour toucher sa poitrine. Comment dire, il referme sa main sur ton avant-bras. Arrête ça. J'ai beaucoup plus de force que lui, on est d'accord. Bien sûr. Donc je continue à avancer, jusqu'à ce que je touche sa poitrine. En fait, il se débat avec énergie et colère. Il tente de donner tout ce qu'il a. Il peut y aller, mais je pense qu'il peut toujours y aller. C'est triste et ça me fait de la peine. J'ai l'air vraiment peinée quand je le fais parce que pour moi, c'est vraiment comme si un enfant de 5 ans essayait de me retenir. C'est exactement ça. J'y vais doucement et je mets la main sur son torse. Avec une grande tristesse, je lui dis « Et là, je te regarde mourir ». Je pense que tu lui aurais effectivement arraché le cœur, ce serait à peu près le même résultat. Il y a ses bras qui tombent mollement de part et d'autre du fauteuil. Et il a la tête baissée. Et je pense qu'il ravale ses larmes en fait. Je m'en veux énormément parce que c'est un de mes seuls amis en fait. C'était. Non, dis pas ça. Et lui faire une peine pareille, si c'est vraiment ce qui était nécessaire pour qu'il vienne pas et qu'il se fasse pas tuer, bah ça me fait super mal, mais je sais qu'il fallait que je le fasse. Et donc je vais rester à côté de lui et je vais lui dire, même si je sais que ça fera même pas l'effet d'un pansement sur cette plaie que je viens de lui faire, c'est pas physiquement que tu dois m'aider. Personne a les capacités de m'aider physiquement là-dedans. À la rigueur, peut-être Blake, mais il est pas là. Et je vais pas attendre que la chose aille tuer d'autres personnes. Parce que là, ce que je viens de faire, la chose, elle est tout aussi forte, peut-être même plus que moi. Et ça veut dire que n'importe qui dans cette ville est tout aussi vulnérable que toi. Alors je dois y aller, parce que c'est pour vous. Parce que sinon, il y en a d'autres qui vont mourir. Et toi, tu peux m'aider en faisant en sorte que les gens à qui je tienne ne servent pas de monnaie d'échange, d'otage, ou se fassent pas tuer. Et puis, faut que je vous dise quelque chose. Je me prends la tête dans les mains en disant ça parce que je sais que ça va leur faire beaucoup. Hier soir, j'ai fait un cauchemar horrible. Becca, tu mourrais et ma tante mourait. Et c'était pas à cause de cette créature, c'était à cause d'autre chose. Et j'ai peur que ce soit une prémonition. Et Joshua, t'étais pas là, donc je compte vraiment sur vous en fait pour rester ensemble et faire en sorte qu'il vous arrive rien parce que j'ai pas envie que vous mouriez pour sauver d'autres gens, d'accord? Je veux que personne meure, moi. Il y a Becca sans dire un mot qui a fini par se rapprocher de la table sur laquelle potassait Joshua un instant plus tôt. Elle commence à entasser des bouquins. Et fait mine de se charger, naturellement c'est trop lourd pour elle. On va amener ça chez Tante Reeves. Si les réponses sont là-dedans, on les cherchera ensemble. Ça vous convient, monsieur Desmond? T'as Desmond qui a la tête basse et qui finit par acquiescer silencieusement. Je suis mal à l'aise, comme quelqu'un qui viendrait de faire une énorme boulette, quoi. Je sais. Ah je vous accompagne et je m'arrêterai au kiosque du coin, je prendrai un pager et puis comme ça vous pourrez m'envoyer des messages en texte. Il n'y aura pas de risque qu'il m'envoie des photos ou des trucs qui puissent me tracer avec juste un truc aussi simple, je pense. Au pire, je te passe mon portable. C'est Becca qui a parlé. Ok. Joshua est resté figé sur son fauteuil, puis finit par reprendre les commandes, partir en arrière et entasser sur ses jambes la paperasse nécessaire. Je suis désolé, Sarah. Vraiment. C'est moi qui suis désolée. Petite ellipse, vous venez de fermer la porte du véhicule adapté à l'infirmité de Joshua. Vous avez entassé de quoi leur permettre de s'occuper et de faire leur devoir pendant que toi tu vas risquer ta vie. Ouais. Du coup, je me dis que si je crève, mais c'est pas plus mal parce que j'ai bien envie de disparaître dans le fond d'un trou là. J'ai repéré sur un plan en fait la position du data center
que j'ai retrouvé par rapport à mon souvenir du voyage astral. Et je suppose qu'il fait nuit. Pourquoi pas? En effet, ça se prête bien à l'ambiance. On a dit de toute façon que ça faisait longtemps que le rituel avait pris un certain temps. C'est raccord, toute lumière a déserté ton cœur. Blake a dit qu'il te formerait, qu'il t'encadrerait. Il est où là? C'est Joshua qui pose la question, bien sûr. Je sais pas. Il a dit qu'il était hors de la ville. Je vois pas ce que ce chasseur implacable aurait trouvé pour l'occuper à l'extérieur alors que c'est une enfant qui doit nous protéger. Il a beau être un chasseur, moi je suis l'élu. Et je pense pas qu'il m'enverrait comme ça sur des choses s'il pouvait faire autrement. Lui en veut pas à lui parce que c'est pas lui qui cause tous ces problèmes. C'est la créature, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, garde ça à l'esprit. C'est pas nous autres, ceux qui savons les problèmes. Les problèmes, c'est ces saloperies. C'est pour ça que je les tuerai tous jusqu'au dernier. Courage, Sarah. Dès qu'on a du neuf, dès qu'on a quoi que ce soit pour t'aider, on t'appelle. On va se débrouiller avec ta tante. C'est Randall qui doit avoir l'archon. Tu te rappelles seulement qui est Randall? Si, c'est le gars que Blake avait envoyé pour que je le tienne au courant de l'avancée de mon affaire. Eh ouais, tant pis pour lui. Je l'ai pas vraiment mis au courant jusqu'ici. Il y a Becca qui te fait une bille sur la joue et qui rejoint Joshua dans son véhicule, et puis un bref regard dans le rétroviseur, il démarre. Tu es seul, à nouveau, Morningstar, comme toujours. Je les regarde s'éloigner, le cœur serré, et je touche dans mon dos le pistolet pour me rappeler qu'il est bien là. Je regarde l'étui à violon qui contient ma Morningstar sur ma moto. J'enfile mon casque et je me mets en route vers ma destinée. Tu fais vrombir le moteur et tu t'élances dans la nuit. Cet enfer urbain, cette cité de métal et de néon défile de part et d'autre de ton bolide. Il t'arrive de griller les feux de signalisation, mais tu n'en as que faire. Tu es bien au-dessus des lois. À nouveau, cette lune qui darde entre tes nuages noirs, porteur de sombres présages. Effectivement, tu es le chevalier blanc, la seule qui se dresse face au mal incarné. Et tu seras sans pitié. Tu ne leur feras pas de cadeau. Je n'ai rien à ajouter. Au moins, ça le mérite d'être clair. Tu es obligé de stopper à un carrefour. Devant toi, un break. Une gamine ensoleillée se frotte les paupières et t'observe à travers la fenêtre. Et ensuite, elle se saisit de son doudou, un ours champeluche, et en le manipulant comme une marionnette, celui-ci te fait un salut. J'esquisse un petit sourire et de la main droite, je rends le salut au nounours. Un instant plus tard, et comme par hasard, le monde est petit, tu passes en trombe devant le plus cool diner. On a juste un plan sur Dan Parker qui regarde sa montre à plusieurs reprises, ignorant totalement le fait que tu es si proche de son établissement et que tu n'es pas en train de pointer. Caleb redouble d'énergie pour œuvrer en ton absence. Et tout ce beau monde continue à vivre cette vie insouciante. Je pense que quand tu es passé par une avenue particulièrement emblématique de la cité de Providence, où les murs sont constellés d'écrans lumineux, tu aurais juré l'espace d'un instant que la midinette censée vendre les mérites d'un eyeliner n'était autre que Hazel et qu'elle te gratifiait d'un rire. Ailleurs, en d'autres lieux, Joshua vient de se garer. Becca l'aide à sortir du véhicule. Devant vous, ta maisonnée, celle où tu as passé une grande partie de ta vie. À l'intérieur, tante Reeves, qui doit être un peu préoccupée par ton absence, sans doute, et le fait que tu ne réponds pas à ses messages. Tes deux camarades s'empressent de charger cette précieuse science avant d'aller frapper à la porte de tante Reeves. Mais nous n'assisterons pas à leur conversation et aux bobards improbables qu'ils sortiront. Nous revenons à toi alors que tu as fini par quitter le cœur de la ville, que tu commences à traverser différents quartiers chargés d'histoire, que les rues se dépeuplent, que tu finis par passer le périph', et sous peu tu seras en vue du data center de Lakeside. Que comptes-tu faire, Sarah? Du coup, je compte me garer à proximité du data center et chercher une entrée. Ok. Tu analyses donc une situation difficile, une nouvelle fois. Tu sais quoi faire. Oui. C'est un 11. Sur un 10+, je peux poser 3 questions au gardien. Et si j'agis en fonction des réponses, j'obtiens un +1 sur la durée tant que l'information s'applique. Alors, je peux peut-être te poser les 3 en même temps, je sais pas. Pardon? Parce que vu que j'arrive en fait et que je vais prendre connaissance de la situation, tu vois, quelle est ma meilleure approche du coup dans le but de rentrer et de trouver les yeux? Et y a-t-il des dangers que je n'ai pas remarqués pour ça? Parce que typiquement, tu vois, si ma meilleure approche est de rentrer par la porte mais que j'ai pas remarqué qu'il y a 2 mecs avec des flingues sur le côté, c'est un peu embêtant. Donc ce serait ces 2 questions. Ok. Bah, on avait vu que les yeux étaient au niveau de câbles, a priori au niveau du sous-sol. Donc pour moi, soit ils sont au niveau des passages de fibres qui sont situés dans le sol, et ça tu peux y accéder, soit tu passes par les égouts, mais ça dépend si les fibres sont sécurisées ou pas au niveau du data center, ça peut être très profond dans le mur à partir des égouts, donc super chiant parce qu'il faudrait creuser, soit rentrer dans le data center, ouvrir des trappes au niveau du sol pour aller voir les accès aux câbles.
Vu que la J'ai créature est grosse, je pense que pour aller déposer ses yeux, elle sera plutôt passée par l'intérieur et les accès normaux sécurisés au câble. Parce que sinon, en termes de trous à creuser, ça fait une blinde, quoi. Et je doute qu'elle est creusée et refermée. C'est une bonne réflexion que tu te fais de te mettre à la place de cette chose, de te mettre à la place de Hazel. Je suis une créature antédiluvienne gigantesque. Comment est-ce que je me suis amusé à amener mes yeux en doggy bag dans une petite chrysalide et les mettre en contact avec des câbles qui me permettent d'accéder au réseau de toute une cité? Oui, donc soit je l'ai fait et je suis vachement intelligente parce que, étant donné que je suis antédiluvienne, j'ai eu le temps de réfléchir, soit j'ai charmé quelqu'un qui le fait pour moi. Quoi qu'il en soit, si personne charmée il s'agissait, ça reste un être humain. Un être humain, ça a besoin quand même de place pour passer. Je doute que la personne charmée se soit amusée, pareil, à creuser des trous et à les reboucher dans les égouts pour atteindre des lignes de fibre optique. À mon avis, ça passe plus par les aspects panneaux sécurisés. Mais il y a peut-être des choses que tu ignores. Ben peut-être, mais je me base sur les quelques infos que j'ai et c'est ce qui me semble logique avec ces informations pour l'instant. Pendant la brève durée qu'a duré votre rencontre, autant dire que vous êtes devenus assez intimes, Hazel et toi. Je l'appelle Hazel, faute de l'appeler autrement. Et il y a aussi le fait que tu as aussi pu partager les souvenirs de Anisi, une de tes ancêtres, qui semble l'avoir affrontée, elle ou un de ses semblables en d'autres temps. Et s'il y a bien quelque chose dont tu es certaine, c'est que la vanité de cette abomination est telle que jamais elle ne céderait ses yeux, la source de son pouvoir, à un simple mortel aussi enamouré soit-il. Le Data Center est un lieu franchement sécurisé, avec de nombreux sas, des endroits où il faut montrer patte blanche. Et même pour elle, il a dû être très difficile de s'aventurer là-dedans et d'amadouer tous les êtres qu'elle a croisés sur son passage. Si aujourd'hui elle réussit à corrompre des innocents en passant par le réseau, c'était pas le cas avant qu'elle pose les yeux. Ça ne colle donc pas. Elle n'a pas pu s'inviter dans le complexe comme ça, ni déléguer la chose. Il doit y avoir un autre moyen d'accéder à ses yeux. Tu es en train de me dire que ma meilleure approche, c'est de trouver une autre manière de rentrer. C'est ça. Ouais, mais du coup, par les égouts ou le reste des choses qui sont sur terrain qui peuvent exister, un métro, je ne vois pas ce qu'il y a. D'accord. Une mine. Pour le moment, forte de ton instinct, que vas-tu faire maintenant que tu te dis qu'elle a dû vraiment en baver pour s'aventurer là-dedans et qu'il doit y avoir une porte cochère qui aurait échappé à ta connaissance? Je vois deux options. Soit je réussis à trouver un accès internet pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans les environs, histoire de pas faire des recherches à l'aveugle. Soit, comme je n'ai que le téléphone de Becca avec moi et que je n'ai pas très envie de faire appel à internet avec, je vais regarder ce qu'il y a dans les environs qui pourrait ressembler à un passage qui pourrait mener sous terre. On va pas trop se prendre la tête avec les détails. Hein. Peut-être que tu as commencé à cogiter là-dessus alors que tu étais en route, hein, avec ta fameuse cutscene de la mort. Rien ne t'empêche de faire une halte dans un cybercafé. Hein. Ouais, bah écoute, je vais faire une halte au cybercafé le plus proche, qui doit avoir un bon débit, du coup. Ok. Pour regarder un petit peu sur le premier site de cartes interactives disponibles, ce que je peux voir en vue topographique aux alentours. Ok. C'est couvert par ton jeu d'analyse, donc je peux te filer l'info. Alors que tu arpentes la toile, ce que tu sais être un terrain miné où les abominations d'un autre temps rôdent, tu tâches d'observer les alentours du data center de Lakeside, ce qui aurait pu faciliter à Hazel d'accomplir son sinistre larcin. Et au final, tu réalises que la ligne rouge du métro passait pendant un temps à la station Cross Hill, qui se trouve, je te le donne en mille, sous le data center. Et qui, pour des raisons inconnues, est inusité désormais. Comme c'est pratique. Tu obtiens cette révélation dans ce lieu improbable. À ta gauche, tu as un ado qui est en train de jouer avec verve et de bitcher dans son micro un de ses nombreux FPS qui fait l'apologie militaire de l'oncle Sam. Et de l'autre, tu as une pépette qui est en train d'écumer les sites de rencontres. Leur vie semble tellement plus simple que la tienne. Oui, je laisse les petites dames à leur vie et je me lève pour reprendre ma moto et aller en direction de ce que je suppose être l'accès le plus probable à l'ancienne station pour voir s'il y a moyen de s'y faufiler. Sans doute l'arrêt de métro qui précède. Ah oui, et rentrer et y aller à pied. Ça va être assez dur d'y inviter ta moto, même si ça te ferait gagner du temps. Et ce sera aussi excessivement dangereux. Ouais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui descend sur les voies avec une moto, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Non. Du coup, tu fais bondir le moteur, un instant plus tard, tu te retrouves à l'arrêt Rockwood Drive. Où, Garde donc ma moto à l'entrée de la station de métro. Je mets mon étui à violon sur le dos et je descends dans les profondeurs de la Terre en direction de ma quête. Tu croises la marée de Monsieur Tout-le-Monde éreintés par leur journée de travail qui vont enfin retrouver leur lit douillet. Et aussi des jeunes noceurs pour qui la soirée ne fait que commencer. La rame de la Red Line de 21h vient de passer et de disparaître en direction de Providence.
Donc je me dirige vers une extrémité du quai en me disant qu'il doit y avoir des escaliers pour descendre sur les voies pour l'entretien ou pour la situation où une personne tomberait sur la voie. Naturellement. Mais écoute, étant donné que la rame d'avant vient juste de passer, je pense que le quai doit être désert pour l'instant, il ne doit pas encore y avoir du monde qui doit être descendu, donc je vais Presse-toi. prestement descendre les escaliers et me diriger dans le sens de la station désaffectée. On fait un peu de spéléo, ma petite dame. Un vieillard a sorti son visage fripé de sous un journal. Mais d'où il sort celui-là? C'est le digne propriétaire de Rockwood Drive, à son domicile fixe, vraisemblablement. T'as pas $1, princesse? Oh, les jeunes de nos jours. À la rigueur, si j'ai $1 dans la poche, je lui jette histoire qu'il me foute la paix. Bon, c'est fait. Et je trace ma route. Tu commences à t'aventurer dans le boyau obscur et les sons de la station Rockwood finissent par se taire derrière toi. Est-ce qu'il y a de la lumière ou pas du tout? Arrivé un moment, il faut avoir recours à ta propre lampe torche. Tu t'étonnes dans la pénombre, et naturellement je ne t'épargne pas ce cliché. Tu entends un rugissement lointain qui va croissant, tu as peine le temps de te plaquer contre la paroi et soudain le métro déboule à toute allure. On voit ton visage maculé de sueur avec une mèche qui est collée à ta joue, mais de façon esthétique, rassure-toi. Alors que tu es balayé par les lueurs de la rame, et tu es à nouveau seul dans le boyau. Au bout d'une éternité, ta lampe torche balaye cette station désaffectée. La lumière accroche cette plaque où on peut lire Cross Hills. La chaleur y est étouffante et le danger est palpable. Que fais-tu, Sarah Morningstar? Je suis en train de regretter de ne pas avoir pris une lampe frontale, parce que ça aurait été bien utile. Je te proposerais bien déjà de sortir de la voie, parce que ça a l'air un peu con de rester au milieu, pour aller dans la station, et je vais commencer par chercher le guichet d'accueil qu'il doit y avoir, en me disant que le panneau électrique pour allumer la lumière. Ah, tu veux rétablir le courant au sein du complexe? Ouais, pour que ce soit plus simple de trouver les yeux et de me battre au cas où la créature soit dans le coin. Ok, admettons. Tu passes devant des panneaux publicitaires largement datés, genre bientôt la menace fantôme. C'est sûr qu'elle est désaffectée depuis un bail, cette station-là. Et tu n'as aucun mal à trouver le guichet. Et comme je suis taquin, il y a un moment où tu dois te prendre appui sur le mur, alors qu'il y a un vrombissement qui te traverse le crâne. Quand tu plisses les yeux, tu as l'impression de voir l'époque où cette station était usitée, les gens qui défilent, et Hazel, en robe rouge, insouciante, qui descend pour aller prendre la rame qui vient d'arriver. Écoute, ça me met un coup de stress et je dirige la lampe vers la zone où je vois Hazel en me disant que peut-être que la créature est là. Non, il n'y a pas un chat, c'est ton imagination, toujours elle, fertile. Au même moment, sans doute, nous sommes dans le logis accueillant, rassurant de Tante Reeves. Visiblement, Tante Reeves les a laissés tranquilles. Ils sont en train de compousser les monceaux d'ouvrages datés. Et ils se sont hasardés sur l'un d'entre eux. Et là, Becca prend la peine de lire d'une voix audible pour les spectateurs. Elle a un téléphone, sans doute celui de Joshua, qui est calé sur l'oreille. Il y a Joshua à ses côtés, qui est en train toujours de feuilleter fiévreusement un autre grimoire. Et elle déclare Sarah, je ne sais pas si tu vas voir ce message, mais on a trouvé du neuf, et d'après Joshua, ça fait sens. Alors, on pense que tu as affaire à un Lamia. La mythologie grecque a eu son lot de Lamia, hein, qu'elle soit de la fille de Poséidon ou la mère de Scylla. Tu vois Joshua derrière elle qui acquiesce, comme s'il avait bien suivi sa leçon. Comme quoi, Héra l'aurait maudite, elle serait devenue incapable de baisser les paupières et de trouver le sommeil. Et ce serait Zeus, pris de pitié, qui lui aurait donné la faculté d'ôter ses yeux pour enfin trouver le repos, mais le mal était fait, il était trop tard, la folie l'avait consumé, et le Lamia était devenu une créature monstrueuse. À ce moment-là, t'as Joshua qui finit par faire un geste de la main et elle lui file le téléphone et fait naturellement, les faits réels se disputent aux légendes et aux superstitions, mais l'histoire est peuplée d'anecdotes autour de ce genre de croque-mitaine, de tentatrices mortelles, usant d'illusions. Tu affrontes une légende, Sarah. Ils ont bien choisi leur moment pour enfin avoir des informations, alors qu'ils ne peuvent pas te joindre, et que vraisemblablement le story arc de Hazel, le Lamia, touche vraisemblablement à sa fin. Ok, le spectateur est informé. Voilà. Tu es à nouveau en train de percer les ténèbres de ta lampe torche. Tu n'as pas réussi à t'aventurer dans le guichet et trouver les panneaux de contrôle sans casser 2-3 choses. Mais il y a peu de chances que le personnel de la gare vienne te déranger. Mais du coup, alors que je fais tomber un vieil écran poussiéreux, puis un rack contenant d'anciens plans du métro, je finis, je l'espère, par trouver le panneau de contrôle avec la grande manette qu'on peut baisser pour allumer la lumière. Comme c'est théâtral, je ne vois aucune raison de t'en priver. Donc j'abaisse, le courant se rétablit, illuminant la station de ces feux recouverts de poussière. Je te laisse me dire à quoi ça ressemble. À ce que tu viens de décrire, une station de métro à l'abandon qui n'a plus été fréquentée depuis bien trop longtemps.
Tâchons de trouver ses yeux. Fais-moi un jet d'enquêter sur un mystère. Ah. Et c'est un 7. Sur le fil du rasoir. Pas d'échec ce soir, tu peux être fier de toi. Pas encore. Alors, donc sur un 7-9, tu peux poser une question au gardien. J'hésite entre le où est-elle allée, parce que là où elle sera allée, il y aura ses yeux, ou le qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici, qui pourrait être l'accès au fameux câble. Les deux sont parfaitement recevables. Bon, écoute, je tire dans les yeux, c'est fini, elle est morte, on a gagné. Bien, au vu de la dynamique de ce genre de série, tu sais très bien comment ça va se passer. Tu n'as aucun doute sur la façon dont ça va se passer. Et si je vais gagner tout de suite? Sachant qu'à la fin de l'épisode, on a entendu hurler sa désapprobation, la rage qu'elle avait de voir son point faible ainsi découvert. Alors je précise quand même qu'une fois la lumière rétablie, je prends la peine de ranger le téléphone dans ma poche et de sortir ma Morningstar, histoire de l'avoir à la main en cas de mauvaise rencontre. Ça me paraît être un bon réflexe. Et sachant que dans une main j'ai la Morningstar, dans l'autre je tiens le pistolet de Joshua afin de parer à toute éventualité. Une bonne assurance vie. C'est dans un couloir où tu découvres cet étrange spectacle. On dirait qu'un mur a été pilonné à la masse. Et donc il y a un parterre de gravats, de carrelage, et ainsi une cavité qui s'enfonce dans les ténèbres. Et alors que tu fais cette découverte, naturellement, tu entends des bris de verre loin derrière. À nouveau des bris de verre qui se rapprochent, qui se rapprochent, qui se rapprochent. Derrière et en fait, tu réalises qu'on est en train de détruire les sources de lumière en s'approchant de ta direction. D'accord. Tu vois que plus loin, le couloir fait un coude, et tu vois que la lumière qu'il projetait jusqu'ici vient de disparaître. Du coup, je me sens un peu talonnée, là comme ça. L'adrénaline afflue dans mes membres et je pique un sprint tout droit en direction de ce que je pense être du coup la cache des yeux. Et en me disant que si la chose est derrière moi, j'ai peut-être une chance d'atteindre son précieux trésor avant qu'elle ne me rattrape. Ok. Il y a un jingle musical qui se fait entendre. Et en fait, il y a un écran qui se trouvait jusqu'ici dans ce couloir que tu n'avais pas remarqué, sans doute destiné à renseigner les horaires de passage de la ligne de la Red Line, qui a donc émis ce son. Il y a l'image qui saute, et il y a le visage d'Azel qui apparaît en basse définition, il faut bien avouer. Et d'un autre lieu, sans doute à les haut-parleurs vétustes de la station, tu entends cette voix familière, cette voix sensuelle, cette voix pleine de douces promesses qui déclare je ne m'en étais pas rendu compte, tu es une de ces tueuses, n'est-ce pas? Abandonne, tu es seule contre tous, dans une lutte perdue d'avance. Tout ce qui t'attend dans cette vie, c'est tuer jour après jour, une souffrance sans fin, jusqu'à ce que tu finisses par succomber toi aussi. À quoi bon, Sarah? À quoi bon? Ce que tu dis ressemble beaucoup à la description de ta propre vie. Tu pourrais y mettre fin aussi, éviter d'aller jusqu'au bout. C'est quoi? Faisons la course et voyons laquelle de nous deux sera la plus rapide à mettre fin à tes jours. Et donc je pars en courant en direction de l'autre bout du tunnel. C'était classe. Et donc alors que tu te jettes dans cette cavité que la chose elle-même a sculptée, et bien en fait il y a Hazel qui est allongée, reposant sur un coude, lascive, te regardant par en dessous. Et pour te répondre du coup, puisque tu me vannes, je te vanne. Saleté. Pauvre écervelé, je viens du fond des âges. J'ai vu des empires naître et mourir, et de tout temps j'étais là à me repaître de tes semblables. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre là où tous ont échoué? Un vieux débris comme toi, ça doit plus être très solide après autant d'années. Je vais m'arranger pour ravaler ta face érodée. Tu ne penses pas ce que tu dis, je vois comment tu me regardes. Et en fait, elle fait mine de s'effeuiller, en ce lieu tout sauf romantique. Ma main se crispe sur ma Morningstar et sur le pistolet que je tire de l'autre main, parce que je sais qu'elle a raison. Parce qu'effectivement, ce que je disais, c'était surtout pour me convaincre moi-même, et elle est quand même vraiment très très belle. Et je vais essayer de l'ignorer, de continuer ma course pour trouver ses yeux. Et là, si tu doutes que je vais te demander un dernier jet pour cela. Car tu t'es jeté dans la gueule du loup en étant toujours sous son emprise. Et je suis même en droit de dire que peut-être que, à mesure que tu te rapproches de ses yeux, son pouvoir est encore plus fort. C'est bien probable. Et donc, elle s'approche de toi, dans ce boyau couvert de poussière. C'est avec cette odeur de renfermé. Et pourtant, c'est l'odeur de ses cheveux qui emplit tes narines. Elle est dans une nudité triomphante, elle tend les bras vers toi et elle déclare « C'est un bonheur sans commune mesure que je te propose. Et ensuite, la fin de tous tes tracas, le repos, une paix tellement méritée. » Tu me fais un petit jet de weird, s'il te plaît? Non, pas un jet de weird, non. Je t'ai fait des appels de phare. Tu aurais pu tenter de venir protéger. Est-ce que tu acceptes ce 6, Sarah, ou est-ce que tu crames un point de chance? Non, bon écoute, je vais résister. Ok. Je vais convertir ça en 10+. Elle s'approche de toi. Dieu qu'elle est désirable. Elle Comme Dieu est s'approche. bon dans ses œuvres. Enfin, comme Zeus est bon dans ses œuvres, visiblement. Elle s'approche de moi
en représentant absolument tout ce que je désire et tout ce que j'apprécie. Sa main se lève vers ma joue et j'ai le sentiment que je pourrais effectivement accepter partir au paradis avec elle. Et au moment où elle s'apprête à me toucher, de nouveau ma vision en fait se trouble. Comme dans la bâtisse où je l'ai vue pour la première fois, j'aperçois le cadavre derrière l'illusion. Je me rappelle de Becca, en fait, qui, avant que je parte, m'avait déposé un baiser sur cette même joue, en me disant de faire attention et de ne pas mourir. Et cette image me ramène à la réalité. Ma prise se serre encore sur la Morning Star, et avec un mouvement de recul pour prendre assez d'élan, je lève mon bras et j'assène un énorme coup de mon arme d'élu sur la créature en disant je préfère vivre dans la souffrance que de mourir dans ton plaisir. Ton arme d'élu fait son office, comme si tu avais foudroyé un téléviseur. Elle fait exploser la vision en une myriade de bouts de verre qui teintent sur le sol avant de disparaître, toute illusion qu'ils sont. La voie est libre. C'est un sourire victorieux qui s'affiche à présent sur mon visage. J'ai réussi à résister à l'emprise mentale de la créature. La voie est libre, et son cri de terreur et de rage derrière moi m'informe que je suis sur la bonne piste. Tu entends effectivement le rugissement de la chose derrière toi, et tu n'as aucun mal à imaginer qu'elle se précipite sur toi à toutes jambes, bien qu'elle en soit dénuée. Et à nouveau, tu entends, venant des haut-parleurs de la rame, cette exclamation « Je vais me repaître de toi lentement, et après, je m'en prendrai à tous ceux qui te sont chers, tu m'entends ?» Cette phrase loin de me terrifier sonne à mes oreilles comme la menace d'un désespéré. Et c'est avec le baume au cœur, la foi dans le fait que je peux réussir à accomplir ma mission, que je n'en ai jamais été aussi proche, que je me précipite en direction du reste du couloir. Je reviendrai en vie pour Becca, pour ma tante Elise, pour Joshua et pour tout le reste de l'humanité. Je jette un regard rapide derrière moi, j'aperçois sans doute la créature se ruer vers moi, et notre course infernale pour la prunelle de ses yeux peut commencer. Qui arrivera en premier? Vais-je réussir à éliminer promptement la créature? Vais-je devoir sacrifier quelque chose dans ce combat? Tout ça nous le saurons dans le prochain épisode de Monster of the Week. Mais du coup, comme ça fait longtemps, est-ce qu'on mettrait pas une petite phrase du genre « On vous a manqué ?» Et j'ai plus de téléphone, tu pourras plus m'envoyer des SMS de merde pour provoquer des trucs. Meilleure réplique, pourquoi est-ce que tu es seul? Parce que Volsung il fait pas la table à plusieurs comme on en a parlé. Ce soir, j'en ai plein la vue. Ailleurs dans la cité, sache que Catherine Silva maudit ton nom, car tu n'es pas fichu de respecter tes rendez-vous de 18h. Espérons qu'elle te ne lance pas un mauvais sort,